parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Vous allez le voir, ça risque de tirer et de marquer dans ce studio ce matin. C'est vrai, on parle football. Merci de nous rejoindre sur Espace TV, sur Radio Espace Guinée. Nous décryptons l'actualité, les grandes gueules, ce talk show qui parle de vous, qui vous aide à mieux comprendre l'actualité. L'émission interactive, vous le savez, vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag Espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission. En marche pour le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, 3 candidatures déposées pour la présidence. La troisième est portée par une ancienne gloire, l'unique ballon d'or de notre pays actuellement. Directeur technique national de la FEGIFOOT, Chérif Souleymane, du célèbre AFIA 77, ne veut plus jouer les seconds rôles. Il bénéficie du soutien des anciens sociétaires de ce club légendaire des années 70. Pas que lui d'ailleurs, l'ancien capitaine du Sili national de Guinée, Titi Camara, vise lui aussi le poste de premier vice-président. Sa candidature est celle de 4 autres de ses confrères, dont un de ses anciens coéquipiers ont même été validés. Lui qui a été sélectionneur du Sili A, ministre des Sports, a une ambition pour le sport roi, ambition qu'il a d'ailleurs résumée dans un projet qu'il propose aux membres statutaires de la fédération. Aboubakar Sidiki Camara, comme on l'appelle à l'état civil, nous en parle un peu plus ce matin. Nous entendrons également Moussa Suler Camara, président des anciens sociétaires du AFIA, sur la candidature de Chérif Souleymane. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Vous faites le bon choix avec toute l'équipe au grand complet ce matin. Moussa Moïse Silla, qui a déjà porté son maillot. Oui, bonjour, je le porte. bienvenue. Bonjour, merci. Le maillot, comme vous le voyez, c'était un maillot couleur nationale. C'est le Sili quand même. Le Sili national. C'est quelle équipe? C'est le Sili. Ah ouais, ben il faut que je pose la question. C'est le Sili, parce que de football. C'est quand même beaucoup de candidats autour de... Non, moi, je n'ai pas affiché pour l'instant, mais en tant que membre statutaire, pour l'instant, en tant que membre statutaire, j'ai mon candidat. Tu es membre statutaire? Bien sûr, j'attends juste... Le président du club de Kamalaya. Exactement. Ah oui, tu lui tends la perche quand même. J'attends d'être approché et rapproché et pour exprimer mon choix. Mais je pense que les gens vont courir. Mais ça va être bien parce que c'est une fête, cette élection. Je trouve qu'il faut un peu détendre l'atmosphère et faire le choix comme il le faut dans le calme et puis dans le respect du curon, quoi. Et ça. Quand on aime le football, on ne peut pas profiter pour faire autre chose. Même si tu ne fais que 5 minutes dans le Non, j'ai perdu du poids. Ramadan m'a beaucoup aidé et je pense que vous le voyez, je deviens plus beau avec ça. Et puis voilà. Moussa Moïse, Djiba Milimono juste à côté, je pense que c'est pas fortuit. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et voilà, moi je suis son porte-voix, voilà, directeur de campagne. Ah oui, bienvenue. Jacques Léwa Leno qui a aussi joué au football. Hein. Oui, bien je viens de l'apprendre ce matin. Oui, j'ai bien sûr joué au foot. Et il se faisait appeler Oui, Amokassi. C'est pas chocolatier. Tu n'en as pas l'air. En fait, le problème, c'est une victime, à chaque fois que j'en ai parlé, les gens ils ne croient pas. Ah oui, tu n'as pas l'air, tu ne ressembles pas un footballeur. J'ai dit à Maka ici, lorsqu'on jouait contre les autres médias, j'ai dit il faut me recruter. C'est un bon attaquant qui va vous apporter la victoire. Ils n'ont pas cru. À chaque fois qu'ils ont été, ils n'ont rien eu. Et toi, tu n'as pas forcé. Et puis parce qu'ils ont recruté Antoine, qui bien entendu ne peut pas beaucoup bouger. Moussa Moïse qui peut faire 5 minutes seulement. Et puis les autres qui font beaucoup de gestes, mais ils ne sont pas dans la précision. Antoine Kourouma, bonjour. Ce qu'il ne dit pas, c'est que j'ai fait gagner à Dafo une fois. Quand même. Contre Évasion. Ah oui, tu as marqué un but? Ben oui, j'ai fait remporter un trophée à Dafo en 2016 avec un but d'anthologique que j'ai marqué au stade d'Amdalaï. Rappelez-vous de ce trophée, c'est là où j'ai eu le nom. Ben, j'étais commentateur sportif ce jour, oui, c'est vrai. Le nom, le Sauveur. Comment est-ce que je l'ai eu? Antoine le Sauveur. C'est lors de ce match-là. Un but anthologique, il le dit. Anthologique, oui, bien. Parce que pour toutes les phrases. D'anthologique, c'est différent d'anthologique. Sinon, vous comprenez un peu. Sinon, je m'appelais Luis Figo à l'époque.
N'importe quoi. Bon, Daouda Mohamed, bonjour. Bonjour Djadja, mais ce que j'ai pas compris, il dit qu'il a bien joué dans un club en Côte d'Ivoire, mais il se rappelle plus le nom de son club. J'ai oublié, c'est vrai. Ça fait longtemps. Oui, il dit qu'il a parce joué. qu'il ne peut pas inventer le nom des clubs. Je pourrais rapidement le démentir à l'antenne. Quand même, c'est les deux Ivoiriens. J'étais numéro 9 à l'époque. Bien. L'entraîneur s'appelait Nourou. Mais dans quel club? C'est un club informel. Alors, on va continuer le cours normal de cette émission. Donc, avec cette actualité, sécurité nationale, les salaires de 1187 agents publics débloqués, mais pas entièrement payés. Oui, écoute, on parle de ce sujet, bien entendu, en janvier, nous en avions parlé ici. Il s'agit bien entendu de ces agents mal recrutés. C'est reconnu parce que c'était des jeunes qui étaient au siège du RPG Arc-en-Ciel et à qui on avait promis l'intégration dans l'armée. Et à l'approche du double scrutin, le besoin s'était fait sentir au niveau des CMIS, en tout cas dans l'intervention, la police d'intervention. Ils ont donc été déployés dans les CMIS pour, n'est-ce pas, se former rapidement et jouer le rôle que leurs aînés étaient déjà en train de jouer, c'est-à-dire gérer les manifestations publiques. Ce qui va se passer, c'est qu'après Touchechi, on va arriver à la présidentielle en novembre. Le président de la République va prendre l'engagement de les intégrer dans la police. Déjà, bon, pour les services de sécurité ou la défense, lorsque vous êtes recruté pour la formation, vous êtes d'emblée considéré comme un agent à prendre en charge par l'État. Donc, ils vont passer plusieurs mois sans être pris en charge. Lorsqu'en janvier, j'ai déballé ça ici, leurs salaires ont été débloqués. Donc, à partir du mois de février, ils ont commencé, n'est-ce pas, à percevoir leur salaire. Février, mars, sans problème, les salaires entièrement payés. Et puis, à partir du mois d'avril, on leur a dit que pendant la formation, ils devraient prendre en charge leur tenue, ce qui n'a pas été fait. Donc, ils doivent rembourser cet argent. Et comment? C'est en prélevant, n'est-ce pas, 250 000 sur le salaire. 250 000 fois 2, ce qui va faire 500 000. Les grandes gueules. Alors, que ça, c'est pour les tenues. Donc, dans mes recherches, j'ai pu entrer en contact avec un payeur qui m'a donné, n'est-ce pas, ces explications-là. La question que je me suis tout de suite posée, est-ce que pour toutes les formations, les agents eux-mêmes doivent payer les tenues, ou alors parce que eux, ils ont été mal recrutés, on les soumet à cette épreuve, on leur impose, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, leur tenue. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mes informateurs me disent que le ministre de la Sécurité ne serait pas au courant et il n'est d'ailleurs pas partant pour cela parce que dès le départ, il fait partie de ceux qui ont œuvré pour que les salaires soient payés parce que ce n'était pas facile au départ. À chaque fois que les jeunes ont voulu porter la voix au niveau de leur supérieur hiérarchique direct, leurs voix ne sont jamais parvenues au haut lieu. Donc le ministre, lorsqu'il a été saisi du dossier, lorsqu'on en a parlé ici, il a œuvré pour que les salaires soient payés. Donc on voit mal le ministre Damanta faire en sorte que les salaires soient encore prélevés, surtout que c'est des salaires assez minimes. Un agent reçoit 1 535 000. Donc si on enlève 250 000 fois 2, ça fait... Il va lui rester 1 million. Il va lui rester 1 million, c'est pas grand-chose, en tout cas pour vivre, n'est-ce pas, à Conakry. Leur recrutement, les conditions de recrutement peuvent être recrutées, mais dès lors qu'ils sont déjà dans la police et qu'ils offrent un service public, il y a un choix à faire, il faut l'assumer et c'est l'État qui l'a fait au plus haut lieu avec le président de la République. Donc il faut entièrement l'assumer. Et l'autre chose qu'il faut peut-être ajouter, parce que si on enlève cet argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est le contribuable qui paye. On ne doit pas prélever de l'argent sur les salaires des gens pour les envoyer ailleurs. C'est pourquoi j'en parle et un petit calcul vous donne quand même quelque chose de 500 millions
qui va être recruté et prélevé sur les salaires de 1187 personnes, 550 quelques millions de francs guinéens qui vont être prélevés pour cela. C'est l'argent qui ne va pas aller au trésor, parce que dès lors qu'on dit que le ministre n'est pas informé. J'en parle donc pour attirer son attention. C'est une réalité qui est en train de se passer et qui est assez dommageable. L'autre question, puisqu'il faut en profiter pour en parler, il y a le recrutement des agents de police, 2000 agents de police qui avaient été engagés l'année dernière. C'est justement alors que les jeunes étaient en train de se bousculer au niveau de ces CMIS-là pour déposer leur dossier qu'on nous a fait part de cette situation. On dit, il y a des gens qui se bousculent pour être recrutés à la police, mais il y a déjà 1500 qui sont recrutés en catimini et qui sont en train d'exercer au niveau des CMIS. Aujourd'hui, on ne parle plus assez de ces jeunes qui se bousculaient au niveau des CMIS, parce que le ministère de la Sécurité avait quand même exprimé le besoin de 2000. Or, lorsqu'on apprend qu'il y a 1500 qui ont été recrutés en catimini, disons-nous qu'il ne reste plus grand-chose. On pose la question prendre. des 500 qui restent. Les grandes gueules. Ça me surprend juste que Jacques veuille défendre ces 1000 et quelques de la police qui, pour moi, n'ont pas intégré la police de façon régulière. On ne peut pas les défendre. Il ne les défend pas, il pose une pas. question. Il parle d'une réalité qui existe, qui n'est pas normale. Je défends une logique. C'est pas parce que, Antoine, c'est pas parce qu'ils ont été mal recrutés qu'on va prélever de l'argent. Mais c'est simple. Sur leur salaire. S'ils ont été mal recrutés, on ne veut pas les garder, on les sort de la police. On les remercie simplement. On les remercie. Il y a des recrues de Caléa. Qui sait c'était quoi le deal passé pour être recruté à la fonction publique? Justement, il ne doit pas y avoir de deal. Non. Il y a eu forcément des deals passés. Ils ont été agents de sécurité d'un parti politique. Si on les intègre au sein de la police, quelle formation ils ont suivi à la base pour être à cette fonction-là? Qu'on se pose la question. À mon avis, les 2000, je peux comprendre. À ce niveau, je suis prêt à les défendre parce que ceux-ci ont suivi le processus normal. Mais les 1000 et quelques, pour moi, ont été agents de sécurité d'un parti politique. Si par récompense, ils ont rendu service à un parti politique, qu'on les récompense sur la base de certains principes dans ce parti politique, mais pas sur la base d'un principe général. Pour le cas des 2000... C'est avec notre argent, on les entretient. Notre argent, justement, si on leur prélève 250 000 francs, pour moi, c'est une négociation passée entre eux. Ça doit être... Et c'est pas normal, c'est toujours le contribuable. C'est une façon pour moi de dire que lorsqu'on intègre une instance de manière irrégulière, c'est ce qui peut arriver derrière. Lorsque c'est légalement fait, lorsque ça se fait dans les règles de l'art, qu'on ne se plaigne pas de ce qu'on peut se plaindre de ce qui peut suivre, parce que là on est dans ses droits. Mais lorsqu'on a intégré un service de façon frauduleuse, mais qu'on ne soit pas surpris qu'on nous traite de la sorte, parce qu'on n'est pas, on aurait pu le faire autrement, mais on a préféré cette méthode-là, mais qu'on soit prêt à assumer les conséquences de ce qui va suivre. Ce n'est pas que j'encourage cette façon de faire, mais c'est une façon pour moi de dire aux gens d'accepter parfois de suivre la procédure normale pour ne pas être victime de telles pratiques. Parce que c'est une pratique qui peut bien et bien exister, sauf qu'en Guinée, la normale devient une norme. On ne peut pas encourager des gens qui ont été agents de sécurité d'un parti politique, qui par après on leur promet d'être intégrés à la fonction publique, voire même d'assurer notre sécurité. On comprend mieux pourquoi de nos jours on tue les gens banalement sans qu'on ne sache comment. Des gens qui n'ont pas été formés de façon... C'est des militants qui se transforment en agents qui deviennent policiers, agents de CMIS. Mais comment voulez-vous que ces gens-là nous sécurisent normalement? Des gens qui ont assuré la sécurité d'un parti politique de façon informelle, par après on les retrouve dans l'armée, dans la police, on nous dit que ce sont eux qui désormais vont nous sécuriser. Mais au nom de quoi? Quelle formation ils ont suivi pour être nos protecteurs dans ce pays? Qu'on soit franc. On pose bien la question, Daouda Mohamed Kamara. Vous avez également suivi cette actualité. Non, je trouve d'ailleurs qu'Antoine est un peu raccourciste lorsqu'il veut assimiler les bavures policières aujourd'hui à un groupe qui à un moment donné était là pour accompagner un parti politique. Ça a toujours été le comportement de nos policiers dans les manifestations en République de Guinée. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Une des raisons, cela n'a pas commencé aujourd'hui et on ne dira pas que ceux qui ont été recrutés en 2018 ou en 2019, ce sont eux qui se rendent responsables des bavures policières dans les manifestations. Vous ne comprenez pas. Bien avant cela, dans ce pays il y a eu policier
sans bien suivre avant la cela, procédure il y en a normale. eu, C'est il y en l'une a des eu, preuves. il y en a eu Vous ici. dites la même chose, Et en fait, mais vous ne comprenez pas. je rappelle qu'en 2018-2019, par exemple, j'ai reçu un certain nombre d'agents dans la même situation. Leur problème à ce niveau, c'était quoi? C'est que, vous savez, il y a des formations parfois, la formation je crois c'est CPA, quelque chose comme ça. Ils viennent, mais on leur demande de payer pour leur maillot, parfois 2 maillots, mais ils n'en reçoivent que pendant un seul. formation. Pendant la formation, 2 maillots, mais ils n'en reçoivent qu'un seul. Ils payent le prix de 2 maillots. Ils payent le prix de 2 maillots, mais ils n'en reçoivent qu'un seul maillot. Et ils vivent comme ça. Il y a beaucoup d'autres raquettes qui se font là. Et je ne souhaite pas qu'on reste dans un cadre qui dise que lorsque vous rentrez frauduleusement, alors vous devez assumer les conséquences, vous devez respecter toutes les services qu'on peut mettre sur vous. De l'autre côté, il y a aujourd'hui, Jacques l'a rappelé, il y a aujourd'hui le fait que c'est le contribuable guinéen qui est mis à leur disposition. Lorsque le contribuable est mis à leur disposition et que ce soit encore des individus et pour une raison ou une autre qui s'en font plein les poches et qu'on veuille dire que c'est parce que ils sont passés là, ils sont passés par la petite porte. Lorsqu'on a vu le cas des recrues de Kalea par exemple qui sont retrouvés en groupement, qui aujourd'hui sont recherchés partout, ils tiennent une réunion, ils sont recherchés par la hiérarchie. Ils ne sont pas incorporés parce qu'on a estimé qu'on ne veut pas d'eux. Ils ont été formés, on les a laissés dans la rue. Et aujourd'hui, qu'on ait des gens dans la police et qu'on ne veuille pas d'eux, je crois qu'il fallait pas commencer par les recruter. Il y a eu des gens qui sont alignés pour on n'a pas dit qu'on ne veut pas d'eux. Grande gueule. Ils sont déjà intégrés. Non, qui peut être très dangereux. Alors il ne faut pas ouvrir de recrutement lorsqu'on n'en a pas besoin. Lorsqu'on n'a pas besoin de policiers, n'ouvrons pas de recrutement. Ouais. Mais lorsque vous ouvrez les recrutements et que vous ayez des fenêtres, parce qu'on en parlait la dernière fois avec la fonction publique, ça c'est un secret de polichinelle, que partout où les recrutements sont annoncés, il y a forcément des manœuvres, des gens qui viennent avec leurs cousins, avec leurs enfants, et même s'ils n'ont pas l'âge ou ils ne répondent pas à tous les critères. On a vu les recrutements dans l'armée, dans la gendarmerie, à la police. Les gens ils viennent comme ils veulent, on les met là comme on veut, et on a dénoncé cela. On a dit qu'aujourd'hui ce sont des personnes qui ont tout raté, qu'on amène à la police, à la gendarmerie ou dans l'armée. Et je crois avec la réforme, il y a eu un pas de revoir comment les recrutements vont se faire. Justement. Mais tout cela n'a pas suffi aujourd'hui qu'il y ait des brebis galeuses dans les rangs. Mais les brebis galeuses dont on parle, il y en a eu hier, il y en a eu depuis 20 ans, 30 ans, mais qui sont aujourd'hui à des niveaux de grade et qui reçoivent d'autres brebis galeuses. Ça veut dire que la continuité va être là toujours. Et ça nous amène à nous poser la question sur la réforme, justement, Moussa Moïse Silla, la réforme des forces de défense de sécurité, quand on recrute par affinité, comme c'est le cas. Oui, il y a un principe qui est quand même connu dans tous les pays qui se respectent en termes de bonne gouvernance. C'est le principe selon lequel, au niveau des forces de défense de sécurité, le recrutement ne se fait pas sur la base communautaire, sur la base ethnique, partisane, sur des bases autres, politiques, subjectives au fait. Ça se fait sur des bases objectives. C'est-à-dire que cela obéit à un planning. Parce que c'est un besoin. L'État, c'est la prévision. Vous avez des populations qui sont en croissance dans certaines zones, il y a une certaine densité par rapport à d'autres, il y a des besoins exprimés, le ratio entre policiers et nombre d'habitants dans certaines zones pour faire face à la criminalité et tout. En fonction de toutes ces données-là, l'État décide de recruter. Et quand il décide de recruter, donc cela se fait par les voies que nous connaissons. Et ensuite, il existe une école de police. Donc moi, je suis tout de même étonné qu'on dise qu'ils n'ont pas suivi de formation. Quel que soit où on les a pris, même si c'est au siège du RPG. Ils ont été formés, voilà, bien sûr. même si c'est au siège du RPG, s'ils sont modelés dans ce centre-là, s'ils sont vraiment formés avec les idéaux que nous connaissons, notamment le droit international humanitaire, comment agir sur un terrain de maintien d'ordre et tout, avec ces principes-là, je pense que si ce sont des personnes qui ont un certain prérequis, ils peuvent jouer le rôle pour lequel ils ont été recrutés. L'inquiétude, c'est le côté partisan, parce qu'ils sont recrutés sur la base. À la base, c'est les politiques. D'accord, mais de leur appartenance politique. C'est ce que j'ai rappelé le principe au début. C'est pas normal que cela se fasse sur cette base-là.
il faut respecter les réformes qui ont été déjà faites. La mise en place de cette école, son équipement, la collaboration qui existe déjà entre la police et la gendarmerie, parce que les deux écoles collaborent en termes de formation. Vous avez des formateurs de la gendarmerie qui donnent des coups de main au niveau de la police. Donc il y a vraiment un travail de collaboration qui est instauré. Si on veut saper tout cela, eh bien on peut passer par ce genre de recrutement clandestin, parce que je trouve que c'est un recrutement clandestin. Maintenant que c'est fait, et qu'ils ont déjà été formés à l'école de police, on leur a appris certaines choses, par exemple, qui peuvent être préjudiciables à notre intégrité physique. Je pense qu'il y a lieu maintenant d'obéir au principe qui voudrait qu'il soit mis dans les normes et qu'on puisse le trouver un statut. Et le ventre mou du ministère de la Sécurité, on n'en parle pas souvent, c'est la direction des ressources humaines là-bas. C'est une sorte de foutoir. Il y a un travail, je sais, qui a été entamé par Paye, Mamoudba Paye et la direction générale avec l'arrivée bien entendu de Damanta, la direction générale de la police, pour essayer de démêler les vrais du faux là-bas en termes de documents. Ce sont des piles de documents qui ont nécessité une sorte de mise à niveau. Vous les numérisez, vous les mettez sous format biométrique bien entendu, afin de savoir combien de policiers nous avons dans nos différentes bases de données, combien nous avons à Conakry et combien nous avons à l'intérieur du pays. À ce jour, on ne peut pas le savoir parce que ce travail n'est pas du tout terminé. Je pense que, et ils nous écoutent certainement au niveau du ministère de la Sécurité, il faut une concentration véritable. Nos partenaires au développement nous ont aidés pour que ce département des ressources humaines puisse vraiment être bien nettoyé. Je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau. Donc je trouve que à ce jour, ces policiers ont raison de se plaindre parce qu'ils n'ont pas, je n'imagine pas un seul instant qu'ils ont eu le pouvoir de contraindre qui que ce soit au niveau du gouvernement de les recruter. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant que ça a été fait, il faut obéir aux principes et puis les mettre dans les normes. Sinon, ça devient une source d'insécurité pour nous autres. Bien évidemment. Les grandes gueules. Comme le cas de ceux de Kalia qui ont été recrutés, qui sont encore aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes, à leur triste sort. Oui, justement, c'est une bombe à retardement pour ceux de Kalia, comme vous le dites. Ceci peut-être pour une question politique, parce que si vous faites un rapprochement entre ceux-là qui les parrainaient de par le passé et le pouvoir aujourd'hui, il y a des méfiances. Voilà, justement, il y a des méfiances qui sont là. Maintenant, sur le cas de ceux-ci, je pense que le ministère même de la fonction publique a des responsabilités engagées dans cette affaire. Parce que si l'on se rappelle, ce n'est pas une première fois. Je crois même l'année dernière, il y avait encore le même problème qui est revenu au devant de la scène. Et aujourd'hui, on est toujours dans la même dynamique. Moi, le problème, c'est qu'il y a un besoin de recrutement aujourd'hui. Parce que si vous partez dans certaines régions, telles que vers Gawal, ou vers Dingira, et on vous dit qu'il y a des contrées où on n'a qu'un policier par sous-préfecture ou par district. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de recrutement. Maintenant, peut-être c'est la répartition de ces policiers aujourd'hui qui pose problème. Donc pour ceux qui ont ce manque à gagner, dont il y a des difficultés aujourd'hui de rémunération, je pense qu'on pourrait peut-être revoir un peu la stratégie pour voir est-ce qu'il ne faut pas peut-être les ventiler. Mais vous parlez, est-ce qu'il y a des difficultés de rémunération? Les gens sont acceptés déjà, on justement, les rémunère, oui. mais on demande aux ayants droit de défalquer une certaine somme d'argent de leur salaire. C'est parce qu'ils sont au biétage. Parce qu'il y a des policiers qui sont, dont les salaires sont virés directement à la banque. Mais pour eux, ils sont au biétage. Donc, ça veut dire que pour le moment, on n'est pas dans un cas purement formel, structurel. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un travail de fond, parce que ce n'est pas une primaire. L'on se rappelle, il y a encore 2 années, moi je me souviens, j'avais appelé dans Espace Expression à l'époque le général Bafoué pour lui dire, bon, il y a des policiers qui continuent encore à monter le créneau par rapport à cette situation. Ça n'a pas été résolu, je pense qu'on n'a fait que différer la crise, mais ça a des conséquences. Aujourd'hui, j'ai entendu le Premier ministre, lorsqu'il était devant les députés dans sa déclaration de politique générale, où il disait qu'on va créer une structure qu'on va appeler AFICOM, pour le financement des communes, une agence comme ANES et autres. Je pense que ces communes-là, peut-être, on pourrait voir dans quelle possibilité reverser certains pour que les fonds qui vont être engrangés là, parce qu'il y a un projet de mise en place de la police municipale. Parce qu'on a constaté avec le projet de police de proximité, j'ai l'impression que ça n'a pas peut-être abouti. Un échec total. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de la mise en place d'une police municipale. Ça a été un échec malgré le financement de l'Union européenne.
on disait qu'il fallait recruter une police qui est proche des citoyens en tenant compte des fils dans les quartiers, mais sauf que ça n'a pas abouti. Donc finalement aujourd'hui on nous sort un autre projet de police municipale. Donc je pense qu'on peut peut-être à ce niveau trouver une solution au problème de ces personnes qui revient souvent au devant de la scène, parce que c'est une question de sécurité, et qui parle au jeu de sécurité, il parle forcément d'un climat des affaires propice et de développement. Pourtant l'Union européenne avait donné des véhicules, des pick-up. Oui, mais ça n'a pas abouti. À cette commissariat pour finalement, il y a eu un projet pilote, je pense, à Matoto ici. C'est un espoir gâché. À Matoto et je crois à Zérekoré, justement. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, le projet n'a pas abouti. Donc on a un autre projet de police municipale sur la table. C'est l'occasion peut-être de faire des recrutements et de revoir le budget national, parce qu'il y a beaucoup de lignes. On peut supprimer. Quand un projet échoue, on l'oublie, on crée un projet similaire. Donc, on ne tire pas de leçons. J'ai vu ces différentes réunions qui avaient lieu parfois dans les communes pour donner une certaine envergure à la police de proximité, où on conseillait aux gens, une fois dans les quartiers, de faire en sorte d'être amis à la population, d'aller voir les chefs de quartier et tout cela. Mais quand j'apprends ce matin que ce projet n'a été que du gâchis, mais je me demande, dans ce pays finalement, qu'est-ce qui marche? Rien ne marche pratiquement. Tout ce qui marche ailleurs chez nous, quand ça vient, mais on en parle un peu le temps après, c'est fini, on n'en parle plus. Mais c'est dommage. Ce pays non, l'espoir est quand même permis. C'est le tombeau des grands projets. L'espoir est permis. On a quand même un stade homologué qui dépasse d'autres stades de la sous-région. Ça, c'est une fierté guinéenne. Ça a quel lien avec la police? Il y a que au niveau de la police, il y a aussi le fonctionnement. Le général Bafoué et le ministre Damantan, ils ont effectué, pour le cas du ministre Damantan, des descentes inopinées dans les commissariats, histoire de se rendre compte du respect de la procédure de bout en bout. Parce que l'interpellation d'un individu, sa garde à vue et tout cela, et le renseignement du registre, ce sont des faits obligatoires dans les commissariats. Et il est passé dans beaucoup de lieux où tout cela n'était pas respecté. C'est-à-dire que de façon inopinée, il est rentré dans un commissariat, il a trouvé des gens dans le violon, il a demandé à celui qui était en poste ce jour de lui sortir la situation. Le chef de poste. Le chef de poste de sortir la situation du registre. Il a vu des noms. On a des policiers. Il a sorti rapidement un vieux registre là. Il a vu des noms. Il demande, lui, il est là depuis quand? Il a donné une date. Il est là depuis quand? Il a donné une date. Et cette date, il se trouve que ce n'était pas la bonne date. Et le ministre est parti... On ne peut pas aller au-delà de 3 jours. Exactement, il est parti lui-même vers les violons. Il dit, toi, tu es là depuis quand? Il a demandé au détenu, ça ne collait pas du tout. Donc, il y a cela, il y a le respect donc, de ces périodes de détention, mais c'est parce que aussi, nos procureurs ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent absolument pas leur rôle. Je pense qu'à un moment donné, on ne le dira jamais assez, ils ont un énorme pouvoir, eux et les juges d'instruction, mais ils n'utilisent ce pouvoir que lorsqu'il s'agit de faire plaisir à ses couturières. Et ça, c'est dommage. Beaucoup de choses à faire donc dans le domaine de nos forces de défense et de sécurité. À suivre dans un instant d'autres sujets chez les grandes gueules. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous faites le meilleur choix en nous regardant sur Espace TV. Si vous êtes à Boké dans le Kakandé, vous nous écoutez sur la 99.7. Il en est de même à Zérekoré du côté de Mamou également. Bientôt à venir bien évidemment du côté de Mamou à Kilia, vous nous écoutez sur Radio Espace Kania. À Kankan dans le Nabaya, vous nous écoutez sur la 99. Merci à tous de nous écouter sur Fraternité FM à Mamou. À Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Nous continuons donc avec vous, Moussa Moïse. On parle du centre d'hémodialyse. C'est du côté de Donka. Il y a des soucis, il y a urgence. Ça urge de ce côté parce que depuis maintenant une semaine, des malades nous ont alertés sur les difficultés qu'ils avaient à faire de façon convenable leurs différentes séances d'hémodialyse, de dialyse plutôt. Et ensuite, ils ont apporté quelques informations sur le dysfonctionnement qu'il y a au niveau de ce centre-là. Il faut dire que ce centre, depuis sa création, il est géré par l'État. C'est normalement une couverture prise en charge par l'État guinéen à travers donc le ministère de la Santé. Et une petite partie revient un peu aux malades. Mais ce n'est pas...
selon certaines informations, cette partie aurait été complètement, je pense, enlevée des mains des malades pour que l'État soit responsable à 100% de la prise en charge de ces malades. Parce que quiconque souffre d'une insuffisance rénale, il est souvent dans notre pays, surtout dans des pays comme la Guinée, tu es vu comme une personne à moitié morte. Pourtant ailleurs, tu vas faire tes séances de dialyse et après tu vas travailler. Mais là, il y a un sérieux problème d'équipement, Moïse. Exactement, mais le centre, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que récemment, la première dame a reçu un don parce qu'elle a une fondation. Elle œuvre dans l'humanitaire, donc un don de machines pour ces séances-là. Et ces machines ont été remises par sa fondation à ce centre. Mais il se trouve que ces machines, une fois que les médecins avaient décidé de les mettre en marche, elles n'ont pas du tout accès. Elles n'ont pas marché. Elles n'ont pas marché comme si c'était des machines qui étaient déjà vieilles et tout, vétustes et tout cela. Mais il se trouve que ces machines, plutôt, ces machines marchaient absolument bien. Et il s'est passé peut-être un problème technique avant leur mise à disposition à ce centre-là. Parce que ça a été perçu comme certains, par certains, comme si la première dame cherchait à juste une image et qu'elle envoyait des vieilleries au niveau de ce centre de mondialisme. Mais il n'en est rien. Mais il se trouve que ces machines sont toujours là, elles ne marchent pas du tout. Donc à ce jour, au regard du manque d'équipement, aujourd'hui ils sont réduits à 20 ou 30 machines qui marchent. Vous avez des malades qui sont des centaines et qui faisaient des séances 3 fois par semaine. Par semaine, ils passaient 3 fois. Et aujourd'hui, on leur a dit, vous ne passerez que 2 fois parce qu'il y a un manque d'équipement. Et ensuite, vous avez le personnel, les infirmiers notamment qui s'occupent d'eux, qui ne sont, vous sentez un laisser-aller, qui ne sont pas du tout motivés. Parce que hier, j'ai été, mes collègues peuvent le confirmer, incognito dans ce centre, pour essayer de voir un peu comment est-ce que ça se passe. Vous avez des infirmiers qui peuvent pas témoigner, bien entendu, mais ils sont démotivés, alors que c'est eux qui font comme on le dit en guillemets, le plus gros boulot. C'est eux qui sont proches des malades, c'est eux qui les admettent dans les différentes séances pour que ils peuvent vraiment être soulagés. Parce que tant qu'un malade qui souffre d'une insuffisance rénale ne passe pas, ne fait pas ses séances de dialyse, ça va pas, quoi. C'est comme si tu étais mort. Donc ces infirmiers trouvent qu'ils sont à l'abandon. Ils disent n'être payés que dans les primes de 25 000 payés par les malades, parce qu'ils trouvent qu'on prend 25 000 francs avec les malades et que c'est dans ces montants-là qu'ils sont souvent payés. Certains ne perçoivent absolument rien. Certains, parce qu'ils ne sont pas tous, ils sont pas tous à la fonction publique. Donc, ils font le travail de façon, je dirais, il n'y a pas de motivation. Donc, du coup, ça a un impact sérieux sur la santé de ces personnes-là. Sur le résultat. Parce que quand vous ne faites pas vos différentes séances, c'est la mort. Il n'y a pas autre solution. C'est la mort qui vient au bout du rouleau. Donc, des familles qui ont perdu des proches, vous avez 3 à 4 personnes décédés en une semaine. Vous avez également des malades qui ne peuvent pas supporter 2 séances alors qu'ils étaient habitués à 3 séances. Vous avez des malades qui sont devenus des personnes invalides parce qu'elles ne peuvent plus travailler, elles ne peuvent plus aller à la fonction publique. Certains cadres avec lesquels j'ai parlé qui sont atteints d'insuffisance rénale ne peuvent plus aller au boulot et venir faire leur différentes séances. Donc ils sont malades à la maison, ils se lèvent, ils vont dans ce centre pour faire les 2 séances. Je trouve que d'autres problèmes à ce niveau, c'est aussi le sang, les différentes poches de sang, parce qu'ils en ont souvent besoin. Et le prix qui est appliqué, il n'y a pas de comment on appelle, oui, il n'y a pas de prix fixe, c'est souvent fait. On sent que c'est du commerce, c'est pas normal. C'est souvent du sang. Le sang est gratuit, non? C'est souvent, oui, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas gratuit. Ce sont des personnes. Par endroit, on parlait de moins de 20 000 d'ailleurs. Oui, mais là, vous avez le prix officiel. Vous avez moins de 20 000 francs. Le prix officiel. Le prix appliqué, en tout cas pour ce que j'ai pu constater avec le malade avec qui j'ai pu échanger. On paye pour la poche. Que j'ai pu échanger. Mais le sang lui-même, ils ont toujours dit que ce n'est pas vendable. C'est 180 000 francs qu'il lui a décaissé. 180 000 francs. Pour une poche de sang? Oui, 180 000. Donc, il y a un véritable souci. Celui qui est à la tête du centre, il est bien formé. Il connaît bien son travail. Mais au centre d'hémodialyse, Moïse, ou bien au centre national de transfusion sanguine? Parce que la précision est importante. C'est le centre qui ravitaille. Exactement, c'est le centre qui ravitaille. Mais dans tous les hôpitaux que vous connaissez,
allez-y demander une poche de sang. Si on va vous la donner gratuitement, c'est pas possible, vous l'aurez. Bon, vous allez payer. C'est pas gratuit, voilà, normalement. Vous allez payer. Mais peut-être pour les indigents, ça peut être gratuit. À quel coût? À quel coût? Non, le prix officiel, c'est à moins de 20 000. Non, non, pour le sang, c'est vrai qu'on parle de gratuité, mais il y a cet autre mécanisme de contrepartie. Lorsque vous avez besoin du sang, par exemple, vous faites venir quelqu'un qui fait un don de sang et le sang est mis à votre disposition. Pas son sang maintenant. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas être malade. Vous êtes en urgence, vous avez besoin de secours et qu'on vous impose cette alternative. C'est pas possible. Et si vous n'avez pas un parent sous la main, ou si ce parent n'est pas sain, comment vous faites? Donc vous, on ne vous prend pas en charge tant que vous n'avez pas donné cette contrepartie. Je trouve que ce n'est pas une bonne méthode. Il faut d'abord s'occuper du malade et ensuite les séances qui sont organisées, encourager les personnes qui sont bien, qui sont en bonne santé à aller donner leur sang. Donc ce que je souhaite faire, c'est l'alerte. Demandez à madame la directrice générale de l'hôpital de Donka. Je sais que c'est une dame qui se bouge quand il y a des alertes. Le cas de cette famille qui avait été, pas seulement cette famille, il y a une malade qui avait été mise dehors. Récemment du côté de l'hôpital Donka, parce qu'elle n'avait pas les moyens du tout, et ils ont fait rappeler la dame pour la prendre en charge. Je lance donc la lettre pour qu'elle puisse s'intéresser au fonctionnement de ce centre-là, parce que les malades se plaignent, et si ça continue comme ça, je pense qu'on va enregistrer beaucoup de morts, et ce n'est pas du tout normal. C'est une maladie qui touche beaucoup de personnes, et ces personnes ne peuvent être soulagées que si elles vont faire ces séances-là. Ce serait peut-être intéressant, Moussa Moïse, d'aller plus en profondeur avec ce sujet, de recevoir un médecin, un spécialiste justement pour parler de cette situation, parce que c'est une situation très délicate. Oui, et c'est une question de santé publique. Justement. C'est vrai qu'on parle des 25 000 pour la consultation et tout, mais n'oubliez pas que frais des ordonnances, ça c'est une question souvent qui revient au devant de la scène en parlant de ce centre. Il y a également les hypertenseurs pour les hypertendus, sans compter maintenant ceux qui viennent de l'intérieur, qui doivent se loger ici, qui doivent se nourrir et à qui on demande ces 25 000. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a des spécialistes qui demandent est-ce que l'État ne devrait pas travailler plus sur la question d'une couverture médicale pour permettre à cette frange de la population qui a une maladie quand même très dangereuse et une question de santé publique de couvrir ces gens. Vous vous souvenez que ce centre avait été créé en 2002 et à l'époque, je me souviens, moi j'avais quand même un voisin qui avait les mêmes problèmes. À l'époque, il me disait que par rapport à la fréquence, il y avait au moins 500 patients qui passaient sur l'année. Donc vers 2017, on est venu à 800 patients et d'autres personnes qui sont maintenant à l'étranger, dont on a fait une transplantation, se sont déplacés et ceux-ci aussi continuaient un peu à passer sur la machine. Maintenant, vers 2018, on apprenait qu'on était autour de 1000 patients sur l'année. L'objectif, c'est d'aller sur 3000 parce que compte tenu un peu de la demande et de la capacité d'accueil, en 2002, on était à 133 et finalement, il fallait passer à 300 conformément à la capacité d'accueil. Maintenant, si vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, là-bas, je pense que la séance est 3 fois par semaine. Parce que c'est ce qui est édité. Selon le patient. Selon le patient, en fonction du besoin. Maintenant, si on revient à 2 séances par semaine, ça veut dire que ça a des conséquences. Parce que l'épuration, je dialyse là, c'est l'épuration du sang. Puisque le rein ne fonctionne plus, donc on dit que la technique va vous aider à épurer le sang des déchets. Donc si cela n'est pas fait, ça attaque les artères et ça peut entraîner des problèmes, des maladies cardiovasculaires, donc une crise cardiaque peut s'en suivre. Ou des paralysies. Donc il faudrait que, de façon urgente, que l'État se bouge pour trouver rapidement une solution. Certes, c'est des problèmes peut-être de panne, mais aussi de machines qui ne sont plus adaptées. Un problème d'équipement. Maintenant, on parle de pièces de rechange. Et de ressources humaines aussi. Et de ressources humaines. On parle peut-être de pièces de rechange, mais je pense qu'il faut aller au-delà parce qu'on a des partenaires. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, on est dans une gestion concomitante des épidémies. Il y a le Covid. Et le Covid ne rime pas avec ceux qui ont des problèmes de maladie. Justement, qui ont d'autres pathologies. Donc, ça, c'est une autre question sur laquelle il faut répondre. Maintenant, l'un dans l'autre, il faudrait que, très rapidement, qu'on puisse trouver des machines pour ce centre. C'est vrai qu'il y a un déménagement qui est prévu, mais il ne faudrait pas attendre que l'irréparable se pose pour trouver une solution à cette question qui est quand même une question de santé publique. Et surtout qu'on prenne en charge ces infirmiers qui accueillent ces malades. Parce que ces 25 000, je pense qu'on l'a toujours... Les 25, c'est par séance. Par séance. Les grandes gueules. 3 séances coûtent 75 000 francs. 75 000. Maintenant, ça, c'était depuis des années. Les deux font 50 000. La précision, c'est que ce sont 11 machines que la première dame a reçues des mains du consul de Guinée en France, qui a fait ce don-là. Apparemment,
pour la remise des dons, il y a eu des techniciens de l'hôpital d'Anka qui ont été mis à contribution pour vérifier l'efficacité des machines. Ils ont donné leur feu vert pour dire que la machine était en bon état. On ne comprend pas pourquoi. C'est lorsque c'est remis officiellement que ça ne marche pas. Là, il y a la grosse question qui se pose. Au préalable, il y avait 30 machines dans l'enceinte du service d'hémodialyse. 30 machines, il y avait 15 séances et il y a 2 salles, le bloc A et le bloc B. Il y avait 15 patients qui occupaient les différentes salles par jour. Et donc, à ce jour, il y a 8 machines qui seraient en panne. 22 sont en fonction actuellement. Les 11 offerts par la première dame ne marchent pas du tout. Et donc, ça fait que par jour, il y a... C'est peut-être une question d'expertise. Bon, c'est à eux de nous dire clairement, mais si on n'y prend pas garde, on va dire que la première dame, pour les mauvaises langues, ils diront que c'est un cadeau en mauvais état, c'est un cadeau qui a été fait sans que ce ne soit de qualité. Et donc, il serait important que la première dame interpelle afin que les dons offerts soient opérationnels. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est ainsi comme le geste n'en valait pas la peine. Et donc, justement, à ce jour, ce sont les malades qui vont payer les frais de cette situation non souhaitée. Hier, on a vu le général médecin Remy Lama qui était à l'hôpital d'Anka. On nous apprend que c'est à 96% presque pratiquement terminé. On nous apprend que c'est l'un des plus grands hôpitaux ou même le plus grand de la sous-région, comme on sait le dire très souvent, sauf que dans les faits, c'est tout autre. On ne remarque pas. Grand en Guinée. Bien, oui, il paraît que c'est le plus grand hôpital de la sous-région. Bien entendu, il y a des problèmes. Selon le reporter que j'ai entendu hier. Moi, je crois qu'il faut d'abord rendre hommage à la première dame pour ce geste qu'elle fait à ce centre, parce qu'elle a démarché auprès des partenaires pour obtenir tout ce matériel. Et avant que le matériel ne soit en Guinée, il y a eu des missions techniques qui ont travaillé sur les machines pour, pour déclarer leur aptitude à travailler ou pas. Et ces missions, les rapports de ces missions ont effectivement confirmé que ce sont des machines qui sont en bon état, qui peuvent vraiment nous aider. Et les machines ont été transportées en Guinée. La remise a été faite à monsieur le ministre, le général médecin Remy Lama. Et aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, est-ce que les machines que la première dame a envoyées, est-ce que sont-elles des mauvaises machines, ou les techniciens qui ont confirmé l'aptitude des machines à fonctionner, qui n'ont pas bien fait leur travail? Parce que la première dame, elle a fait un geste, elle ne peut pas forcément être du corps. Elle n'est pas experte en la matière pour savoir que ce que j'envoie est bon ou n'est pas bon. Mais ce sont des techniciens qui ont été mis à contribution pour confirmer ou infirmer l'aptitude des machines à travailler. C'est à ce niveau. Mais lorsque vous faites aussi des cadeaux, il faut s'assurer que et c'est à ce niveau que les techniciens... Ça a été fait. C'est à ce niveau. Elle n'est pas technicienne. Elle n'est pas technicienne. C'est pourquoi les missionnaires, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est pourquoi les missionnaires ont été mis à contribution pour aller vérifier les machines, est-ce que ce sont des bonnes ou pas des bonnes. Donc aussi, on se rend compte aujourd'hui que les machines ne sont pas bonnes. Est-ce qu'à la première dame, il faut s'en prendre, ou plutôt est-ce qu'elle qui doit venir communiquer, ou les techniciens qui ont travaillé sur les machines? Elle a été de bonne foi. Il ne faut pas que l'action de la première dame cache l'irresponsabilité de l'État. C'est l'État qui doit fournir les machines à ce centre. C'est un hôpital national. Et l'État devrait pousser, en tout cas, aller voir, amener des experts pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. On ne peut pas quand même, on aime beaucoup les pandémies, les épidémies qui sont sous le projecteur. Ah oui, parce que les gens s'enrichissent. Qui sont sur le projecteur, on voit les caméras. Coronavirus, c'est une star aujourd'hui. Ebola, c'est une star. Hémodialyse, ça sonne pas bien dans la tête de nos gouvernants. Mais c'est quoi ça? Mais il faudrait... Il n'y a pas l'argent là-bas. Exactement. Il faut aller voir ces malades. Il faut aller voir les conditions dans lesquelles ces séances sont effectuées. Il faut aussi mettre fin au cimetière des machines gâtées pour de petites pièces. Quand vous avez un pays qui connaît un nombre important de malades liés donc à l'insuffisance rénale, vous prenez votre prédisposition pour qu'il y ait quand même 1 ou 2 techniciens capables de répondre à des machines qui ne fonctionnent pas en cas de panne. Mais on ne le fait pas. Donc, il y a un cimetière d'anciennes machines là-bas qui ne sont pas fonctionnelles peut-être pour de petites raisons. Vous pouvez emmener 2 jeunes, 3 médecins
3 techniciens en formation pour qu'ils puissent au retour répondre à cette exigence-là. C'est pas fait. Donc l'action de la première dame, l'action de la première dame ne doit pas du tout cacher le fait que l'État, c'est sa responsabilité puisqu'il s'est engagé à prendre en charge cette question de mondialisme. Je crois que dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé, le gouvernement est un peu dans le superficiel pour bien de choses. Lorsque vous entendez des discours et puis vous voyez des réalités, vous avez toute une autre situation. On peut bien vous présenter l'hôpital Donka aujourd'hui avec l'infrastructure rénovée qui donne une belle image. Maintenant, allez-y à l'intérieur pour constater les équipements avec lesquels les médecins doivent, n'est-ce pas, se débrouiller. Et puis, les agents qui sont commis à certaines tâches sont parfois abandonnés. Mais vous savez pourquoi on crée ça? C'est pour qu'il y ait derrière la possibilité de la corruption. Parce qu'on crée le vide dans les établissements sanitaires pour que les gens ils puissent, n'est-ce pas, se débrouiller. Pourquoi j'insistais un peu sur la question du sang, la gratuité? Parce qu'ils ont dit que... Moi, j'ai reçu le directeur national de ce centre qui a dit on ne peut pas vendre le sang. Le sang, il est humain, on ne le vend pas. Maintenant, il y a, bien entendu, les intrants. Il y a le discours et la réalité. Non, le problème, c'est pourquoi on paye. La précision, elle est faite, c'est pour les intrants et puis la poche. Maintenant, le sang, à l'intérieur, on ne paye pas. Mais bien évidemment, quand on crée le vide dans les établissements sanitaires, on fait tout pour que les gens ils se prêtent à ce genre de jeu. Bien. À venir dans la deuxième partie chez les grandes gueules, nous parlerons sport. Restez avec nous. Merci de votre fidélité. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.